à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nous écouter pour cette rencontre sur le thème poésie et exil. On va vous développer un peu et vous en dire plus sur l'objet de cette rencontre, mais on a souhaité commencer tout de suite par la lecture de quelques textes. Donc je vous accueille, je vous remercie et je passe immédiatement la parole à Théo Mbogu pour nous lire un texte de Albert Haussine. Pour commencer, je vais lire quelques extraits d'un texte d'Albert Haussine intitulé Vent d'Est. Albert Haussine est un poète camerounais qui a vécu en Ukraine pendant une dizaine d'années. Donc, il a récemment quitté l'Ukraine quand le conflit russo-ukrainien s'est enclenché. Vent d'Est. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin me barrer de ce pays. Mes valises sont prêtes, ainsi que mon carnet médical et mon passeport. C'est le moment d'être au revoir avec ma famille et mes amis. Je prends mon vol à 18 h. Après plus ou moins 20 heures de vol et d'escale, Douala-Lagos, Lagos-Istanbul, Istanbul-Odessa. Me voici enfin en Ukraine. Épuisé mais tenace. Dans le hall de l'aéroport international d'Odessa, il fait froid en ce mois d'octobre. Je garde mon sang-froid malgré la fatigue. Au bout d'une vingtaine de minutes, on regroupe les passagers par catégorie. La mienne se nomme étudiants étrangers. Les 37 étudiants que nous sommes avançons vers l'agent chargé de nous enregistrer. Dans mon cercle immédiat, j'ai 2 Nigérians et un Angolais devant moi, un Gabonais et 2 Congolais de Brazza derrière moi. L'Angolais ne pourra pas fouler véritablement le sol ukrainien, car il a oublié de faire son vaccin contre la grippe. Par conséquent, il devra retourner le faire avant de revenir éventuellement. On l'isole dans une salle en attendant le prochain vol pour Luanda. C'est enfin mon tour. En un anglais peu naturel, il me dit, sans politesse aucune, « Document ». Je lui tends sans mot dire. « Que venez-vous faire en Ukraine ?» Étudier. « Pourquoi l'Ukraine ?» À vrai dire, je ne sais pas. C'est étrange, n'est-ce pas? Il sourit malgré lui, ce qui détend tant soit peu l'atmosphère. Et pourquoi n'es-tu pas resté dans ton pays? J'ai tout fait dans mon pays. J'avais envie de respirer un autre air. Intéressant. Sache une chose, ce pays est difficile, y compris pour nous, Ukrainiens. Du difficile, j'en ai l'habitude. Je suis né dans une dictature et j'y ai survécu pendant 25 ans. Il note chacune de mes réponses dans un carnet aux feuilles jaunies. Quelle importance! Une radicalité et une fatalité indescriptibles m'habitent. Que voulez-vous étudier? Je désire poursuivre mes études en philosophie. Il ne dit mot. Jette un dernier coup d'œil sur mes documents, en garde quelques-uns, me restitue le reste et mon passeport sur lequel il y met un laissez-passer. Bonne chance. Merci. Ainsi s'acheva mon premier contact avec un Ukrainien. La découverte du pays se fit véritablement au lever du jour. Vers 7 h du matin,
dès notre entrée dans la ville de Kharkov. Tout était calme. La gare ferroviaire de Kharkov, aux couleurs de son architecture slave, paraissait imperturbable. Dans chaque recoin de ses entrailles gissaient des couples de sans-abri doublés de mendiants. Ce fut un choc pour moi, pour nous. On ne diffuse pas de telles images en Afrique. Ces sans-abri étaient loquaces. Dans un anglais puant la vodka, la mauvaise haleine et la mauvaise hygiène corporelle, il nous dit en chœur, en nous tendant la main, dans un anglais approximatif: My friend, money, 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 dollars. Une fois, dans ma cité universitaire, je découvrais des centaines d'étudiants, turcs, pakistanais, indiens, maghrébins, africains, asiatiques. La majorité des étudiants africains étaient des Nigérians. Je me suis retrouvé avec 2 d'entre eux dans l'une des 8 cités universitaires. Dans mon université d'accueil, 6 rue Boukilina 12, premier étage, chambre 15. C'était une chambre initialement prévue pour 2. Mais il a fallu se serrer. Les 2 Nigérians ne parlaient pas le français. C'était l'occasion ou jamais d'améliorer tant soit peu mon anglais. 2 semaines plus tard, avec 2 de mes nouveaux amis de la cité universitaire, Moussa, un Malien, étudiant en médecine, et Michael, l'un de mes colocataires, nous décidâmes d'aller nous balader au parc Chechevko. C'est alors que nous fîmes à nouveau l'expérience d'être hors de chez soi. Des Ukrainiens d'un autre genre nous huaient dans la rue, dans l'indifférence totale des passants et des policiers. C'était tout à la fois bestial et brutal. Michael me dit: c'est nous qu'ils traitent de chocolat, banane, singe. Je retorquai exaspéré: j'en ai bien conscience. Rentrons dans la cité universitaire en attendant de rentrer chez nous. Chez nous. Chez nous. Pourquoi chez nous? J'ai vécu dans un pays qui peut-être demain n'existera plus. Tout de suite, je donne la parole à Svitlana Kovalova, qui est étudiante à Paris 8, doctorante, qui est arrivée en France il y a 10 ans et qui est née en Ukraine, et qui va lire un poème d'une amie. Je vais vous lire un poème d'un poète ukrainien, Elena Svintitskaya. Pour commencer, je voudrais dire quelques mots pour présenter cette poète. Elle est diplômée de la faculté de philologie de l'Université nationale de Donetsk et elle a travaillé dans la même université en tant que professeure jusqu'en 2014. En août 2014, elle a quitté Donetsk pour s'installer à Kiev. Elle a travaillé pendant 2 ans à Vinitsa, où s'est installée l'Université nationale de Donetsk en exil, qui a réuni les étudiants et les professeurs qui ne voulaient pas continuer ses études et son enseignement sur les territoires occupés. Il est actuellement professeur au département de philologie slave et de journalisme à l'Université nationale Vernadsky-Tavrichesky à Kiev. Pour expliquer un peu le contexte du poème que je vais vous lire, donc je cite les propos de Elena Svintitskaya. J'écris la poésie en ukrainien et la prose en russe. Je fais partie de ces gens qui ont dû quitter leur maison 2 fois, en 2014 et maintenant. Quand la guerre a commencé, j'étais à Kiev, d'où je suis partie pour Rome le 6 mars 2022. Je commence par lire le texte en ukrainien. І ніхто не милується небом, бо зірки верещать і тремтять, повітря густе і тривожне. Тепер існування – щоденна робота. Це напруження м'язів судин.
коли кожна клітина тягнеться і пнеться, щоб життя не віддати без бою. Та провина знаходить усіх, і сором під дих мовчки б'є. Ось так починається ранок. Соромно тим, хто поїхав, соромно тим, хто лишився, соромно всім живим перед померлими. Може, померлим не соромно, та вони ж нам не скажуть. Чи коли-небудь, хто-небудь, як-небудь, все це не рече. Personne n'admire plus le ciel, parce que les étoiles hurlent et frissonnent. L'air est devenu épais et angoissé. Maintenant, l'existence est devenue le travail quotidien. C'est une tension des muscles vasculaires, quand chaque cellule s'étire et s'avance pour ne pas perdre sa vie sans combat. Et la culpabilité trouve tout le monde, et la honte coupe le souffle silencieusement. C'est ainsi que la matinée commence. La honte ressentie par ceux qui sont partis, la honte ressentie par ceux qui sont restés, la honte de tous les vivants devant les morts. Peut-être que les morts n'ont pas de honte, mais ils ne nous le diront pas. Peut-être un jour, quelqu'un trouvera les mots pour nommer cela. Merci. Merci beaucoup, Svitlana. Et c'est Svitlana qui a traduit le poème qu'elle vient de nous lire. Merci beaucoup. Il est saisissant pour nous ici aujourd'hui, dans les jours et les heures qu'on vit en Europe, d'entendre l'ukrainien, d'entendre des poèmes ukrainiens. Donc merci pour ça. C'est pas moi qui suis à l'origine de ça. Merci Augustin, merci aux organisateurs. Et nous continuerons, bien sûr. L'accueil. Alors, dans cette rencontre d'aujourd'hui, on m'a dit qu'il n'y aurait personne, pas de public, c'est pas le cas, pas de public à cause de la date, mauvaise date pour tout ça. Mais finalement, vous êtes là, merci beaucoup, c'est très important pour nous. Nous amorçons quelque chose dans la revue Poésie, pour la revue Poésie, sur ce sujet, exil, asile au pluriel. Nous amorçons, c'est-à-dire que certainement il y aura d'autres rencontres avec d'autres rapports, évidemment, sur ce sujet, et nous souhaitons aboutir aussi à un numéro spécial de poésie qui devrait être très riche et très consistant, mais nous donnerons le temps nécessaire, éventuellement une année, on verra. Bon. Mais voilà, on commence. Et on a commencé avec l'Ukraine et l'Afrique, ça, merci. Moi, j'ai été saisi parce qu'on a entendu là. Je voudrais simplement rappeler une évidence, c'est que ce sujet, ce thème, cette question, cet ensemble de questions, asile, exil, ou exil, asile, bien sûr, pour Poésie, pour une revue comme Poésie, c'est déjà comme impliqué dans le projet de Poésie depuis le départ, d'une certaine manière. Et je voudrais simplement, c'est une suggestion aussi d'Augustin, je voudrais simplement citer quelques lignes d'un texte publié en tête du numéro 152-153 de Poésie en 2015, texte qui s'intitulait « Chez eux, chez nous ». Je n'en lis que quelques lignes. Je ne lis pas le début. Migrants, réfugiés, la réalité est massivement celle de gens qui ne peuvent plus vivre chez eux. Guerre, terreur, persécution politique, désastres écologico-économiques, ces violences passent les unes dans les autres. Et, du fait d'une histoire d'au moins 2 siècles, ou de la mondialisation d'aujourd'hui, nous ne pouvons nous exempter de leur genèse, que celle-ci soit ancienne ou tout actuelle. Accueillir, au demeurant, ce n'est pas un simple fardeau, c'est recevoir en bien des sens. Nous recevons ce que nous donnons, dit Coleridge, le poète romantique anglais. En effet, accueillir peut être une chance, celle d'être chez soi, libéré par de l'imprévu, celle de recevoir des nouvelles raisons de vivre. Chez nous, ces mots sont souillés quand le Front National les font brailler
par des voix avec lesquelles jamais nous ne nous laisserons rassembler en un nous. Chez eux, chez nous, le moindre de ces mots fait et doit faire problème dans le monde présent. Travailler ce que tout chez peut devenir aujourd'hui, n'est-ce pas une tâche qu'en ce temps présent, l'imagination poétique devrait avoir l'audace de s'assigner, fût-ce dans la semi-invisibilité qui est la sienne. Voilà, donc c'est sur ces quelques lignes qui ont déjà quelques années, mais je crois qu'elles sont aussi devant nous maintenant pour la suite de ce que nous commençons. Merci pour ces très fortes paroles, Claude, et qui effectivement résonnent aujourd'hui. Alors, comme pour ma part, c'est la première fois que je me trouve sur cette scène devant vous, le petit texte que je vais vous lire ici, je le lis parce que c'est très intimidant d'être sous le feu des projecteurs. C'est pour présenter sommairement ce que nous attendons de ce numéro, de cette séance et de l'ensemble de ce travail qui était déjà là et qui continue. La séance d'aujourd'hui s'inscrit donc à la fois dans la nécessité de répondre à la pression de l'histoire, à l'ère du temps, et elle s'inscrit également dans notre désir de formuler une réponse qui puisse être collective, partageable, adressable. C'est-à-dire que ce qui nous arrive et qui arrive, les exils, histoire d'arrachement, vie détruite, tentative de résistance pour continuer à raconter, à rêver, à inventer sa vie, cela est sidérant, au sens fort, pétrifiant. Cette sidération, que l'on peut nommer par exemple traumatique, et quelle que soit la position que l'on occupe, selon des degrés divers, risque à tout moment d'entamer, voire de détruire la possibilité d'une affectivité commune, d'un ressentir partagé et partageable. La question donc, comment répondre, comment ne pas rester quoi, est médusée par l'horreur. Dit autrement, il s'agit de poser la question, comme le rappelait Claude, de l'accueillir et du recevoir. Comment recevoir les paroles d'exil et les situations qu'elles véhiculent? Comment dire, lorsqu'on les subit, les violences traumatiques qui jalonnent ces itinéraires de l'exil? C'est, je crois, une des profondes motivations au nom desquelles nous avons décidé de préparer un numéro de poésie sur ces questions avec Claude Mouchard, Martin Rueff, Théo Mbogu, Agossou Algombe et Solène Méa et moi-même. La séance d'aujourd'hui a pour ainsi dire objectif de lancer les questions. Et je le souligne, nous n'avons pas de réponse. Et donc d'inviter le public, vous évidemment, mais aussi tout public, tout ce qui est dans la vie publique, à prendre part à cette réflexion. D'une certaine façon, la première réponse, la seule possible, c'est l'invitation. L'invitation à répondre à l'époque, à répondre de l'époque pour les générations à venir. Contrairement à la façon dont la philosophie, par exemple celle de Derrida, a conceptualisé ces questions, nous souhaitons ancrer ces problèmes dans le quotidien, leur donner un sol, les rendre palpables et matériels. La scène concrète, pratique, ne doit pas être séparée de la scène spéculative et théorique. Il s'agit de transformer, je crois, ce qui arrive, ce qui sidère, en expérience, c'est-à-dire en quelque chose de transmissible. Je voudrais simplement, pour situer notre travail dans une série de relations chaleureuses, nommer les personnes et les collaborations sans lesquelles cette rencontre n'aurait pas été possible. En décembre 2022, Solène, Théo Mbogu et moi-même avons organisé à l'Université Paris 8 une journée d'études intitulée « Seuil de l'exil ». Nous y avons rencontré des personnes que je veux saluer aujourd'hui. Marcia Tiburi, philosophe brésilienne qui a dû quitter le Brésil sous la menace de mort que faisaient peser Bolsonaro et ses sbires sur sa personne. Engin Sustam, sociologue et poète kurde en exil, menacé par la tyrannie d'Erdogan et du PPK. Il nous lira quelque chose tout à l'heure. Il est présent dans la salle. Svitlana Kovalova, que vous avez entendu tout à l'heure, collègue de Paris 8, née en Ukraine, qui vit en France depuis une dizaine d'années et qui affronte aujourd'hui, depuis quelques mois, chaque jour, des situations insupportables qu'elle endure courageusement. Il lui faut traduire, aider à remplir les papiers, trouver un logement pour les Ukrainiens en exil, de la nourriture, écouter, offrir un visage rassurant, et ça c'est quelque chose dont elle me soulignait l'importance, offrir un visage rassurant malgré tout. Autant d'épreuves et de situations concrètes qui font partie de cette rencontre et du projet de la rue. En décembre, avec nous, il y avait aussi Sophie Lacombe, Mathieu Marchadour, Guillaume Valvet, Lola Sinoa-Méry, Véli Pélivan, tous et toutes des chercheurs résolument engagés dans leur recherche, dans leur travail, et un travail qui témoigne
d'une exigence politique très forte et de leur souci de répondre à l'urgence du présent. Ainsi, à leur côté, nous souhaitons réfléchir et parvenir à mieux nous représenter ce que nomment et signifient des mots comme exil, asile, hospitalité, accueil. Je voudrais aussi saluer Sophie Wauquiez et Magdalena Erdogan, qui sont professeurs à Paris 8, responsables de programmes institutionnels, et c'est l'un des enjeux très forts, comment l'hospitalité de Derrida, que Derrida dit sans condition, dont on éprouve chaque jour qu'elle est conditionnée par plein de problèmes à la fois administratifs, linguistiques, etc. Comment faire en sorte que l'institution puisse être hospitalière. Donc, Sophie Wauquiez et Magdalena Erdogan ont créé 2 programmes, l'un qui s'appelle Pause, qui est chapeauté par le Collège de France et qui est destiné à proposer aux scientifiques en exil des moyens pour pouvoir continuer leurs travaux en France et notamment avoir par exemple des postes à l'université, un visa pour rester en France, des questions très concrètes. Et également le programme PALS qui a permis l'ouverture d'une classe à Paris 8 où des exilés afghans, étudiants de différentes générations, prennent des cours de français, participent à des sorties culturelles et dont au moins un que j'ai vu arriver tout à l'heure est présent dans la salle. Nous entendrons tout à l'heure Rateb Nouri qui lira un poème de Rumi en farsi. Enfin, je signale à toute fin utile qu'un dispositif commence à être mis également en place à Paris 8 pour accueillir les étudiants ukrainiens. Ce dispositif s'appelle Dispositif Langue Solidarité Ukraine. Je pense que c'est important de le souligner justement pour offrir des moyens concrets. Toutes ces personnes réalisent un formidable travail dont les effets se font sentir très concrètement et sur lesquels la poésie serait bien seule, voire inutile. Et je me permets ici de remercier également Madame Renaud, qui est présente dans la salle, qui fut ma prof d'allemand et qui est la première personne qui m'a initié à cette question de l'engagement politique, puisque quand on était en 3e, on a milité dans notre collège pour empêcher l'expulsion d'une élève qui était menacée d'être renvoyée dans son pays. Je la remercie. Et pour le dire en un mot, avant de céder la parole, il faut bien insister, le projet de ce numéro est porté par davantage d'individualité que celle présente ici sur scène. Il s'inscrit dans la continuité d'un travail incessant, répété, remâché. Il s'agit, pour nous, d'un nous fragile, hésitant, comme le rappelait Claude, de nous demander en quoi des poèmes, des récits, des paroles hétérogènes qui transportent le disparate, parfois joyeux, parfois tragique, de l'existence, peuvent ouvrir des dispositifs culturels permettant d'atténuer la sidérante brutalité de l'histoire, tout en donnant les moyens d'écouter de façon sensible et d'accueillir ces histoires et ces expériences singulières qui nous arrivent. Je le répète, cette séance est une invitation que nous souhaitons hospitalière, et c'est pourquoi nous accueillerons avec joie vos propositions, remarques, critiques et contributions pour le numéro et les séances à venir. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je voudrais mentionner, aujourd'hui je suis le représentant du comité dans notre ensemble là. Martin, qui aurait vraiment voulu être là, et il s'excuse, il était vraiment impossible pour des raisons familiales d'être ici aujourd'hui. Donc, en effet, ces questions qui sont soulevées, ces fragments qu'on fait entendre aujourd'hui, tout cela est en rapport pour nous, non seulement avec ce que nous allons faire, mais avec ce que la revue Poésie fait depuis tant d'années. Je pense que Michel Deguy, bien sûr, aurait été, à sa façon, avec ses divergences dans les façons de faire, etc., mais aurait été profondément d'accord avec l'effort que nous reprenons, que nous ne commençons pas, que nous reprenons, que nous renouvelons et que nous voulons encore plus loin, diriger plus loin. Donc, l'hospitalité, l'exil, l'accueil, tout cela est intrinsèquement lié à la poésie comme telle. J'avais écrit dans un numéro de poésie, je ne sais plus lequel, mais peu importe, un texte intitulé « Histoire, au pluriel, d'errance et d'hospitalité ». Et je partais de l'Odyssée, tout simplement. Ça va de soi. Un des textes évidemment fondateurs de la littérature occidentale est habité, hanté par les situations d'hospitalité. Alors, je vais vous faire un discours là-dessus, mais je vous renvoie au moment, vous vous en souvenez sans doute, merveilleux. J'ai relu, moi,
Et franchement, c'est bouleversant de simplicité, de clarté. Quand Ulysse, vous vous souvenez, revenant de la guerre de Troie, son bateau, il est séparé de ses compagnons, c'est la tempête, il se noie. Il arrive chez les Phéaciens, sur le rivage. Pardonnez-moi de vous rappeler ces choses que vous savez. Mais tout de même, il est nu, vous vous souvenez, comme totalement dépouillé de tout. Et voici qu'arrive Nausicaa et ses servantes pour faire la lessive. Et Ulysse va finalement oser s'avancer, mais comme il est nu, il a mis une branche qu'il a cassée devant son sexe pour avoir un minimum de pudeur. Et puis finalement, il va être accueilli véritablement, mais pas comme Ulysse, le célèbre combattant de la guerre de Troie, etc., mais comme un errant complètement perdu. Et Nausicaa l'emmène chez son père, vous vous souvenez. Donc il y a cette magnifique soirée, cette fête chez les Phéaciens pour accueillir cet homme qui n'est personne, véritablement. Vous savez, il lui arrive à Ulysse de dire qu'il n'est personne, c'est chez le Cyclope, à Poutis. Et puis il y a cette Aède qui se met à chanter la guerre de Troie. Et Ulysse qui se met à pleurer. Et Alkinoos lui dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, Ulysse est amené, en effet, à révéler son identité. Mais il a été accueilli, contrairement à ce qu'a dit même un grand spécialiste comme François Hartog, il n'a pas été accueilli. François Hartog dit l'hospitalité, là, c'est entre les grands souverains, mais pas là. Enfin, Ulysse, c'est un mendiant, c'est moins qu'un mendiant, c'est rien du tout. Et il est accueilli royalement, en effet. Et ensuite, il va révéler son identité, mais seulement ensuite. Et donc, Alkinoos lui dit maintenant, alors ça c'est l'hospitalité de l'époque aussi, 3 jours, en plus. Parce que c'est une grande fête, on dépense beaucoup. Ensuite, on te donne un bateau et tu peux repartir. Tu vas continuer ton voyage. Bon. Mais il y a un jour de plus, vous vous souvenez, la fête est telle que Alkinoos décide qu'il y aura un jour de plus. C'est beaucoup de dépenses, c'est des grosses affaires économiques aussi. Voilà. Mais ce sont des passages, mais vraiment merveilleux, il faut les relire. Et puis il y a un deuxième passage d'hospitalité dans l'Odyssée. Alors, je vais vous le dire, ce que je viens de dire, c'est que le fait que Ulysse raconte lui-même son histoire de guerrier, ça devient des chants de l'Odyssée. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'Odyssée qui est un récit fait par quelqu'un qui a été accueilli, et c'est un don d'hospitalité. C'est un contre-don, plutôt. Il a reçu un don d'hospitalité, et son contre-don, c'est son récit, et c'est en fait toute une partie de l'Odyssée. Deuxième moment, Ulysse arrive à Ithaque, et, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il arrive rusé comme il est, bien sûr, il ne se fait pas reconnaître. Donc, Athéna l'a déguisé, des gestes de la main, en mendiant. Et il arrive en mendiant à Ithaque. Et il est accueilli de nouveau. Il est accueilli par qui? Par le porcher, par le chef des porchers. N'est-ce pas? Il y a des passages sublimes, vraiment, qu'il faudrait, d'une simplicité, d'une clarté, à l'aube le matin, quand Ulysse et le porcher, si généreux, envoient, le porcher c'est le chef des porchers, donc ils envoient les autres, les porchers, ceux qui s'occupent des vaches, etc. Ils les envoient, ils les dispersent dans la campagne d'Ithaque. Ils sont là tous les deux, comme ça. C'est un passage absolument lumineux. Vraiment, tout ça, c'est fondamental dans ce qui compte le plus dans la littérature européenne. Voilà, je voulais rappeler ça. Et alors maintenant, si vous me permettez encore, dans ce même texte que j'avais écrit pour la poésie, je passais à d'autres situations d'exil, etc. Je mentionnais par exemple Simone Veil en Angleterre. Et puis, un merveilleux texte, alors là, qui n'est pas connu comme l'Odyssée, du moins en France, c'est un texte d'un étrange Écossais aux cheveux de blond filasse, il est décrit comme ça, un jeune Écossais qui fait un voyage qui s'appelle Mungo Park, et il fait un voyage d'exploration, il en a fait plusieurs, en Afrique, financé par une société d'exploration. C'est à la toute fin, les dernières années du XVIIIe siècle. Et il se retrouve dans l'un de ses voyages, le dernier voyage, finalement il disparaîtra à jamais. Mais chez lui, il y a un sens de l'amitié, de l'ouverture aux gens qu'il rencontre, c'est incroyable. Et à un moment, il se retrouve tout seul, sans ses compagnons occidentaux, il n'a plus que son cheval. Et il est seul au milieu de la forêt, il cherche je ne sais quoi, il est complètement seul, complètement perdu, il a peur d'être dévoré dans la nuit par les bêtes sauvages, il se hisse dans un arbre en laissant son cheval en dessous, et puis il y a une femme qui passe, une africaine, une paysanne, qui n'a jamais vu de blanc,
et qui s'arrête. Et elle lui fait des signes. Et voilà qu'elle l'invite, elle l'invite à venir chez elle. Et chez elle, c'est pas du tout pour des histoires sexuelles, elle l'accueille. Et là, il y a d'autres femmes qui se réunissent et qui se mettent à chanter pour le pauvre blanc qui n'a pas de maison, qui n'a rien. Et il est accueilli comme ça, merveilleusement. Donc, il s'en va le lendemain matin, parce que toutes ces hospitalités, ça ne dure pas, mais c'est un moment fondamental dans la vie. Il s'en va le lendemain matin, mais il veut faire un don, il n'a rien. Il veut faire un don, il a des boutons à son habit, des boutons dorés, il coupe 2 des boutons et il les donne à la femme. Et puis, il s'en va. Voilà, c'est ça l'histoire de... Encore un mot? Encore 2 mots? Oui. D'autre part, l'histoire d'exil et d'exil et de poésie, c'est évidemment fondamental dans la littérature du XIXe siècle. On peut prendre d'autres exemples, on pourrait parler d'Ovide, on pourrait parler de... Mais fondamental dans notre littérature française du XIXe siècle, et centralement, vous penserez, mais il y en a bien d'autres, on pense évidemment à Hugo. Et toute une partie de l'œuvre de Hugo est fondamentalement créée en exil. Ça fait partie des conditions de possibilité de ces créations extraordinaires. Mais il y en a d'autres, moins connus peut-être que Hugo, mais c'est tout de même, ça peut être très important dans certains cas. Il y a évidemment, on l'a déjà aperçu, les réfugiés, toujours en association avec la poésie ou avec la pensée, le travail de philosophe par exemple, il y a les réfugiés juifs allemands, évidemment, sous le nazisme. Ça va de soi. Et je mentionne évidemment aussi Hannah Arendt. Hannah Arendt était une figure évidemment exemplaire. Plus je la relis, plus je pense qu'elle compte vraiment énormément toujours. Hannah Arendt est la figure exemplaire de la réfugiée allemande, philosophe, juive, et se retrouvant d'abord en France, dans des conditions épouvantables, hein, le camp de Gurs, etc., et puis ensuite arrivant à fuir aux États-Unis. Et c'est donc aux États-Unis qu'elle va faire le reste de sa vie. Et là, elle a écrit un texte que j'avais traduit avec un ami autrefois, puis qui est paru dans une autre traduction, je ne l'ai pas sous les yeux, mais un texte qui s'intitule « Nous réfugiés ». Voilà. C'est un texte... oui, c'est ça. Tout d'abord, dit-elle au début, « Nous n'aimons pas que l'on nous traite de réfugiés ». Voilà, je vais dire quelque chose qu'elle n'avait pas aimé. Nous nous baptisons « Nouveaux arrivants » ou « Immigrés ». Nos journaux sont destinés aux, entre guillemets, Américains de langue allemande, et à ma connaissance, il n'y a pas, et il n'y a jamais eu, d'association fondée sur les persécutés du régime, par les persécutés du régime hitlérien, dont le nom put laisser entendre que ses membres fussent des réfugiés. Bon. Et Arendt écrit ce texte qu'il faut vraiment relire aujourd'hui, sur ce que c'est qu'être réfugié à ce moment-là, dans les conditions où elle était. Et puis, elle écrit aussi des poèmes, et qui ont été... j'ai oublié de le prendre, mais il y a quelques textes d'elle, quelques poèmes d'elle très courts, qui sont vraiment merveilleux aussi, là encore, une espèce de luminosité spécifique, quelque chose qui est absolument pur tout d'un coup. C'est ça Arendt aussi, vraiment. C'est ça, c'est aussi Arendt. Oui, je vais vous lire alors 4 vers d'Arendt, simplement celui-ci. Et le titre de ce poème-là, « Heureux celui qui n'a pas de patrie ». Titre paradoxal, bien sûr. Heureux celui qui n'a pas de patrie. La traduction est de François Mathieu. Je lis les vers. La forêt est éclairée, la ville, la route et l'arbre. Heureux celui qui n'a pas de patrie, il la voit encore dans ses rêves. Je mentionnerai peut-être encore un dernier cas, encore un réfugié juif allemand aux États-Unis. C'est une nouvelle d'un fort écrivain, Bernard Malamud, lui aussi réfugié aux États-Unis. Et dans un recueil de ses nouvelles, il y en a une qui s'appelle « Le réfugié allemand ». Et simplement ça, c'est un prof allemand, un prof d'université allemand, qui se retrouve juif allemand, qui se retrouve en exil aux États-Unis. Il n'arrive pas à parler l'anglais. Il y a quelqu'un qui essaye de lui enseigner l'anglais, la prononciation de l'anglais. Il y arrive très très péniblement. Il prépare une conférence avec beaucoup d'angoisse parce qu'il est invité à la prononcer dans une université américaine. Et puis,
vient le jour de la conférence, il la prononce, ça marche. Le public écoute, vraiment. Et le professeur en question rentre chez lui et il ouvre le gaz. Merci Claude. Un mot par rapport à Mungo Park, parce que c'est un article dont je me rappelle bien, et ces 2 boutons de manchette qu'il donne, il en a 4. Et c'est très important parce que c'est donc non pas... C'est des boutons de veste. Oui, voilà, de veste, oui. Et l'important, c'est qu'il en garde une moitié. Et qu'on retrouve ici ce qu'on appelait en Grèce antique le symbolon, qui était donc cette espèce d'objet qu'on cassait en 2, qu'on séparait, dont chacun gardait une moitié, et qui valait comme signe d'hospitalité dans le cas où, pour les générations à venir, il faudrait encore la demander, l'objet permettrait la reconnaissance. Et je trouve que c'est très important à souligner. Et je vous lis juste 3 phrases de Arendt du même article, là, oui, nous réfugiés, où justement elle mentionne ce pourquoi la poésie compte. Je ne sais quel souvenir et quelle pensée hante nos rêves nocturnes. Et je n'ose m'en enquérir, car moi aussi, je me dois d'être optimiste. Mais parfois, j'imagine qu'au moins la nuit, nous pensons à nos morts, et que nous nous souvenons des poèmes que nous avons aimés autrefois. Merci. À toi, Sonia. C'est dur de prendre le micro après ça. Surtout pour faire un saut dans géographie, comment, puisque comme on est dans une séance de réflexion et qui visait à poser des questions, ce que je vais vous évoquer là, c'est vraiment des choses qui font un peu l'objet d'une discussion, mais qui sont pour ma part et dans ma recherche vraiment l'objet d'une interrogation, puisque ce dont je me propose de parler, c'est d'un autre exil, d'un exil un peu plus lointain qui a eu lieu aux États-Unis et qui a été vécu par les communautés autochtones suite à l'arrivée des Occidentaux. Et je trouve que, je trouvais ça important d'en parler parce que cet exil, il nous interpelle à la fois par son extrême proximité avec les autres expériences d'exil, et en même temps par aussi une différence radicale, parfois assez troublante, de l'expérience de l'exil, que je vais vous aborder au travers de 2 poèmes d'une poète qui s'appelle Muskogee, qui écrit aujourd'hui, qui s'appelle Joy Harjo, et qui ont été publiés dans son dernier recueil, An American Sunrise, en 2019. Juste avant de vous lire les poèmes, je vais juste vous recontextualiser un petit peu ce dont ils parlent, et pour que vous visualisiez un petit peu ce dont il s'agit. Ce sont des poèmes qui traitent de quelque chose qu'on appelle le Trail of Tears, chemin des larmes donc en anglais, qui a eu lieu et c'est l'exil forcé des ancêtres de Joy Harjo suite à un acte de loi qui s'appelle l'Indian Removal Act, qui a été signé par le président Jackson en 1830. Cet acte, il a contraint toutes les tribus qui vivaient à l'est du Mississippi. Vous le voyez, le Mississippi là. Toutes les tribus à l'est du Mississippi ont été privées de leurs terres et ont été contraintes à abandonner ces territoires pour aller s'installer dans un autre territoire qui leur a été donné et assez imposé par le gouvernement des États-Unis, qui est dans l'Oklahoma. Donc c'est le bout du chemin ici que vous voyez à droite. Donc c'est un exil qui est imposé par la force, par un gouvernement et des puissances dont les tribus ne reconnaissent pas la légitimité, ni la légitimité sur le territoire, ni la légitimité gouvernementale. Et cette cause, c'est la cause d'une autre population, les hommes blancs, de s'installer sur les territoires qui étaient occupés par les peuples autochtones. On estime que plus de 50 000 personnes ont été contraintes à l'exil à cette occasion. L'exil a été fait principalement à pied. Et selon les estimations, c'est fluctuant, mais entre 1/5 et 1/4 des personnes qui ont été contraintes à cet exil sont mortes en route, d'épuisement, de malnutrition ou simplement de maladie. Et cet exil, il a un nom très fort, le chemin des larmes, qui est aussi une histoire de colonisation d'un continent qui est pour les peuples amérindiens une histoire de spoliation, de violence et de déplacement contraint.
La raison pour laquelle je souhaitais lire les poèmes que je vais vous lire, je vous les contextualise un petit peu, c'est parce que ce qui est exposé, formulé et vécu dans cet exil va à rebrousse-poil et va à contre-courant de beaucoup d'exils, d'autres histoires d'exil et de déplacement, avec un point de rupture très net, qui est le fait que chez les peuples autochtones, il y a un imaginaire de l'appartenance à la terre et une revendication de l'appartenance à la terre qui est fondée par la légitimité dans la présence première sur le territoire. Donc le rapport au lieu, c'est une source de revendication pour les peuples amérindiens, et on a un exil qui est paradoxal, hein, avec une idée de continuité dans la présence dans le continent. On l'entendra un peu dans les poèmes. Mais du coup, ça implique que les termes qu'on emploie pour qualifier cet exil, c'est des termes qui, quand on les transpose dans un contexte comme celui de l'Europe, sont extrêmement gênants. Parce que ce qu'ils vivent, c'est un exil intérieur. C'est un accueil raté. C'est une hospitalité qui se manque. Et les termes qu'on emploie, quand on parle d'exil intérieur, c'est justement... En France, c'est un vocabulaire qui est employé par ceux qui, justement, veulent refuser l'accueil à ceux qui sont en situation d'exil. Donc, ici, il y a quelque chose qui dissonne. Et je prétends pas du tout... Je suis là, l'objectif, c'était vraiment de poser des questions à ce titre-là. Est-ce que ce sont des exils qui sont radicalement différents et qui ne peuvent pas se rejoindre ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans ces expériences de l'exil ? Et peut-être en les mettant dos à dos, qu'est-ce que ça nous force à repenser des conditions de l'exil, des conditions de l'accueil, que de lire ces poèmes, et surtout de lire ces poèmes depuis la France. Je ne vais pas en dire plus, je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup. Donc je vais lire les textes qui sont traduits de ma traduction. Donc je vous prie de m'excuser surtout d'excuser mes traductions, vous ne les entendrez pas parce que je ne vais pas lire les textes en anglais. Je vais là-bas. Mon grand-père, Monawi, aussi écrit Menawa, il y a quelques générations, a été autorisé à visiter chez lui, à Ostpussy, près de ce qu'on connaît maintenant sous le nom de Dadville, Alabama, pour y passer une nuit avant d'être exilé vers l'ouest. D'après certains dires, il aurait déclaré à un monsieur hautement réputé, après lui avoir donné son portrait: « Je m'en vais. J'ai amené cette image. Je souhaite que vous la preniez et que vous l'accrochiez dans votre maison. Que, quand vos enfants la regardent, vous puissiez leur dire ce que j'ai été. Car quand je traverserai la grande rivière, mon désir est de ne plus jamais voir le visage d'un homme blanc. » Après être parti, il ne s'est jamais retourné. Il a continué à marcher vers son peuple aimé. Je suis retourné pour voir ce que je trouverais sur ces terres que nous avons été contraints à quitter. Et le second texte que je vous lis s'intitule « Exil de mémoire ». Il est plus long, je vous en lis juste les 3 premières sections. Ne revenez pas. Nous avons été prévenus par une personne de savoir. Vous irriterez seulement les morts. Ils sortiront de leurs petites maisons en spirale, alignées dans les sillons de moelle, et marcheront sur la terre. Il n'y aura plus d'endroit pour la mémoire que ce qu'ils voient. Les autoroutes, les maisons, les boutiques des intrus, perchés sur des champs de sang, là où les morts se tenaient autrefois debout. Puis quoi, avec vos mots, dans la langue de l'ennemi, savez-vous comment tracer un chemin paisible au travers de la mémoire humaine ? Et quoi, les fantômes furieux de l'histoire ? Et puis quoi ? Ne regardez pas en arrière. À l'école du dimanche, on nous a enseigné que la femme de Lot a tourné son regard en arrière et s'est transformée en sel. Mais sa famille ne quittait pas le paradis. Nous aimions nos arbres et nos eaux, et les créatures, et les terres et les cieux dans ce lieu aimé. Ceux-ci étaient nos compagnons. Ils nous nourrissaient, prenaient soin de nous. Si je me transforme en sel, ce sera par les larmes pétrifiées des pas de mes parents, alors qu'ils marchaient vers l'ouest. Je ne savais pas ce que je trouverais. La première nuit où nous avons posé notre lit dans la chambre vide de notre appartement, au-dessus de la rivière Tennessee.
Ils avaient entendu que nous venions. Ceux qui ont continué à garder la terre, en dépit du fardeau des nouveaux venus et de l'exil forcé de nos parents. Toute la nuit, ils nous ont accueillis. Toute la nuit, les danseurs martelant la terre. Toute la nuit, la musique des coquillages. Toute la nuit, cercle après cercle, formant une spirale vers la Voie lactée. Merci beaucoup. C'est une traduction très forte. Un mot, en une seconde, en entendant le premier poème que Solène lisait, la question du don qui est fait d'une génération à l'autre, on retrouve un petit peu cette question du symbolone, comme on le mentionnait tout à l'heure avec Mungo Park, en tout cas, pas dans les mêmes termes, mais dans la mesure où l'exil, c'est toujours un moment d'interruption, la question est aussi comment l'hospitalité et une forme une tradition de l'hospitalité permet de recréer du lien, de la continuité à l'endroit même de la rupture. Et je pense que ça, c'est un peu quelque chose qui est fondamental pour à la fois le numéro et puis penser ces questions. Donc là, on entame une espèce de cycle de lecture en fait, qui continue ce qu'on a déjà dit, mais on va donc vous lire, plusieurs personnes vont lire des différents poèmes d'auteurs différents. Et ce qu'on s'est proposé, c'est vraiment de consacrer ce temps-là vraiment à simplement lire, écouter. Et une fois que ces lectures seront finies, on laissera la parole à la salle, à tout le monde pour discuter. Quoi. Tu veux dire un truc? Non, après. D'accord. Oui, non, mais après, de toute façon, tu prends donc, j'invite Engin Sustam à venir lire un poème. Donc, Engin, où es-tu? Tu es là-bas. Je te remercie déjà pour cette invitation. C'est très important pour moi parce que un de mes poèmes que j'ai traduit en français moi-même. Et là, ce poème, une série de poèmes qui va publier bientôt dans sa langue originale, donc en turc. Moi je suis kurde, mais je n'arrive pas à écrire. J'ai grandi à Istanbul. J'ai fait toutes mes études à Istanbul avant de venir ici. Je ne sais pas écrire en fait dans ma langue maternelle, mais j'essaie de lire, j'essaie de comprendre, j'essaie de parler avec mes parents, bien sûr dans ma langue maternelle. Je pense que cette idée qui m'a donné en fait d'écrire cette série de poèmes, autour de 35 poèmes, d'être dans une impossibilité de ne pas écrire autrement. L'impossibilité de ne pas écrire dans ma langue maternelle, c'est parce que je ne connais pas, et écrire dans une autre langue qui ne m'appartient pas, c'est de langue turque. Donc finalement, c'est coincé d'être entré, c'est langue qui m'a aidé un peu à traduire un peu en français, qui est bien sûr que la perception délusienne, la pensée que Deleuze et Guattari ont développé cette impossibilité sur les textes de Kafka, qui m'ont aidé à pousser exactement de traduire ce poème. Je vais vous lire d'abord en turc ce poème, et après en français bien sûr. Kış avukları. Kanatları kanayan bir kuşa, savaş uğruna yakılan ağıtları kim anlatabilir? Naralarla kuşanan bir ölü toprağı gibi, urgan bağlasan, utangaç mezarlar süvarilere yem olur. Ve Laçe deresi kurulur, horlanan bir ölümün soluğuna. Salgın hastalıklar giyinir, oysa laneti çoğalan nehir. Ve damarlarıma sızan o kelepçek pası kadar muayyen yüzün, birdenbire buğulanan bir orman sancısı sakınır. Odur yanakları suretine çekilen beyaz dağın. Amirane edasıyla sürülüyor işte kış. Solan güz bahçelerinin yıkıntıları arasına. Sararan kar tanesi kadar merhamet diliyor, kelebek kaçışına yaslanan mahcubiyetin. Değişir elbet diyorum bu geceye dadanan kaygı, kaygı ki gece urganları giyinirken koyaklarıma saklanan ağlamaklı halin. Oysa kervanlar hep perişan uğultulara aldanır, yol alırken öfkeli kasırgaların ortasına. Ah o içine sığınan akşam ve hakikatle sevişen şehirlerin tenhalığı. Karanlık bir tuzakta ancak kış.
kelam küllenir ve gururunun soğuğuyla yakalanan akşamda solgun işçiler kuşanırdı şehir çatışmalarını. Sen ey muazzam yanılgıları sırlayan keder, dudakları ölüm kokan müneccim. Pencereden gül damlıyor kırın geç vakitlerine. Kanatları çırpıyor gökyüzü rustik gözlerinin kasırgasına, neredeyse aldanarak masumiyetine yaz gülüşünün. Muazzam bir şenlikti içinde büyüyen yaz, o ki kış bahçelerinde büyüyen le peuple à venir. Je vais essayer maintenant de lire en français avec mon accent l'élégie d'hiver. Un oiseau aux ailes sanglantes qui pourrait narrer les lamentations de la guerre, comme une terre morte entourée de cris que vous nouez à une corde. Les ténèbres paniquées deviennent la buffetance de la cavalerie, et le réussi de Laché demeure dans le souffle du mort humilié. Les épidémies s'habillent de la malédiction du fleuve qui s'étend, et ton visage est aussi clair que cette rouille des monètes qui s'infiltrent dans tes veines. Une forêt de bouées soudain s'accroche à sa douleur. C'est celui-là qui s'y retire les jours et nuits de la montagne blanche. C'est l'hiver qui glisse avec chorale parmi les ruines des jardins d'automne fanés, en implorant pitié comme un flacon de neige jaunie, rué vers l'embarras s'en appuyant sur le vol de papillons. Bien sûr que changera, dis-je, l'angoisse qui hante cette nuit, l'angoisse lorsque la nuit s'habille des cordes, mon été de larmes cachées dans mes vallées, alors que le caravan était toujours trompé par le bourdonnement misérable, en prenant chemin vers le milieu des ouragans. Oh, cette soirée qui se réfugie en toi, la solitude des villes faisant l'amour avec la lumière, où l'obscurité de l'hiver est un piège. La parole qui se transforme en cendre baignerait ainsi le soir dans la froideur de l'orgueil et des travailleuses pâles vêtus de conflits urbains. Ô toi le chagrin qui cache de grands délires, ce magicien aux lèvres présentant la mort, les roses coulant de la fenêtre au temps tardif de la campagne, le ciel barre des ailes dans la tourbillon de tes yeux rustiques, presque trompés par l'innocence du soleil d'été. J'ai été berné par le regard d'un barde devenu fou de colère. C'était un grand festin de blessures qui grandissait en moi. C'est lui qui pousse dans le jardin d'hiver le peuple à venir. Merci. Merci beaucoup. Alors, prochaine lecture, j'appelle Rateb Nouri, s'il est arrivé. Je ne vois pas s'il est arrivé. Oui, tu es là. Viens donc sur scène. Qui est un étudiant afghan de la classe dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été mis en place à Paris 8, et qui va donc nous introduire et nous lire un poème de Rumi, dont je vous lirai ensuite, si tu es d'accord, la traduction. Alors, ça c'est le poème. Bonjour à tous. Désolé pour mon français. Rumi est né de parents de langue persane originaire du Balkh, qui faisait à l'époque partie de l'Empire Khwarizmi, mais se trouve aujourd'hui dans l'actuel Afghanistan. Le Grand Balkh était à l'époque un centre important de la culture persane et le soufisme s'est développé depuis plusieurs siècles. Lorsque les Mongols ont enlevé l'Asie centrale, quelque part entre 1215 et 1220, Bahauddin Balad, le père de Rumi,
d'autres exils avec toute sa famille et un groupe de disciples. Et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à Konya, en Turquie. L'œuvre la plus connue de Rumi est le Masnavi Manavi, le poème en 6 volumes occupait une place distinguée dans la riche tradition de la littérature soufie persan et a été communément appelé le Coran en perse. De nombreux commentateurs l'ont considéré comme le plus grand poème mystique de la littérature mondiale. Elle contient environ 27 000 lignes. Chacun consiste en couplet avec une rime entre eux. Désolé. Je vais lire le poème Le Réseau, نی نامه. بشنوی نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگنای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچونی زهری و تریاقی که دید، همچونی دمساز مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوته باید و سلام. مرسی. Merci beaucoup. Vous voyez, comme quoi aussi la scène pédagogique, c'est aussi une scène d'hospitalité. Je suis venu voir ce que c'était que les ateliers qu'ils avaient mis en place avec les étudiants afghans, avec Magdalena Erdogan. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Rateb et plein d'autres. Et vous voyez, c'est ça les rencontres aussi. Alors je vais vous lire la traduction de ce que Rateb vient de nous lire. Écoute le nez raconter une histoire. Il se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni.
Moi, je me suis plaint en toute compagnie. Je me suis associé à ceux qui se réjouissent comme à ceux qui pleurent. Chacun m'a compris selon ses propres sentiments, mais nul n'a cherché à connaître mes secrets. Mon secret, pourtant, n'est pas loin de ma plainte, mais l'oreille et l'œil ne savent pas le percevoir. Le corps n'est pas voilé à l'âme, ni l'âme au corps. Cependant, nul ne peut voir l'âme. C'est du feu, non du vent, le son de la flûte, que s'anéantisse celui à qui manque cette flamme. C'est le feu de l'amour qui est dans le roseau, c'est l'ardeur de l'amour qui fait bouillonner le vin. La flûte est la confidente de celui qui est séparé de son ami. Ses accents déchirent nos voiles. Qui vit jamais un poison et un antidote comme la flûte? Qui vit jamais un consolateur et un amoureux comme la flûte? La flûte parle de la voix ensanglantée de l'amour. Elle rappelle l'histoire de la passion de Majnun. À celui-là seul qui a renoncé au sens est confié ce sens. La langue n'a d'autre client que l'oreille. Dans nos afflictions, les jours sont devenus moroses. Nos jours cheminent avec les peines brûlantes. Si nos jours se sont enfuis, qu'importe. Demeure, ô toi dont la sainteté n'est pas comparable. Quiconque n'est pas un poisson devient abreuvé de son eau. Quiconque est privé du pain quotidien trouve la journée longue. Celui qui n'a point d'expérience ne peut comprendre l'état de celui qui sait. Mes paroles doivent être donc brèves. Adieu. Je fais une remarque qui n'a rien à voir pour l'instant, mais sur l'expérience que c'est, à la fois toujours singulière et très répétée, très fréquente, d'entendre une langue qu'on ne comprend pas. Et en particulier, évidemment, des poèmes. Bien sûr, ensuite, on a la traduction, mais d'abord, on est devant le fait même de cette langue qu'on ne comprend pas. Je voudrais rappeler ici même dans cette maison, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de présenter des lectures avec un poète japonais, encore un petit peu plus âgé que moi, qui s'appelle Yoshimasu Kozo, et qui est très connu au Japon, mais dont j'avais découvert d'abord la poésie grâce à des étudiants, là aussi Paris 8, hein, et des étudiants japonais de Paris 8, il y a 40 ans, et qui sont devenus des amis, des gens avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui sont devenus même des écrivains au Japon. Et donc j'ai traduit, sans savoir un mot de japonais, sans désirer le savoir, j'ai traduit du japonais avec des ex-étudiants japonais, j'ai traduit de longs poèmes de Kozo, de Yoshimasu Kozo. Des poèmes très longs, très compliqués, très accidentés, etc. Et nous avons fait des lectures de ça au Japon, en public, je veux dire, au Japon, aux États-Unis, en France. Et Kozo, qui est un petit bonhomme encore plus petit que moi, je crois, et très décidé, exigeait qu'on lise ensemble. Non pas l'un après l'autre, mais ensemble. Vous imaginez le bordel, si j'ose dire. Et donc, des poèmes qui se déroulaient sur plusieurs pages, et en plus, il intervenait avec toutes sortes de choses. Tout d'un coup, quand je parlais, il me faisait des gestes devant le visage, etc. Enfin, c'était une espèce de mise en scène invraisemblable. À chaque fois que j'ai lu avec lui, c'était une aventure. Par moments, je me sentais un peu mort de rire, mais c'était incroyable parce que ces poèmes sont vraiment des aventures sur plusieurs pages. On a fait une lecture au Centre Pompidou aussi, une fois, je me souviens. Donc voilà, je voulais dire que le fait de faire entendre de manière brute pour nous la langue originale à laquelle nous n'avons aucun accès direct, sauf qu'après la traduction, bien sûr, tout cela est aussi fait partie des expériences d'aujourd'hui et pas forcément artificielles. J'aurais aimé vous amener mon copain Yoshimasu, mais il est très occupé au Japon. À présent, on va accorder un peu de répit à Augustin. J'aime ce côté fraternel. Alors, je m'en vais faire lecture d'un poème de Darwish. J'avoue que je ne le connaissais pas, mais je l'ai connu grâce à Augustin et Omogu, qui ont eu à l'enseigner à leurs étudiants. Et
ce que je retiens de lui, c'est qu'il est poète palestinien, dissident et citoyen. Alors déjà en 1960, il a écrit son premier recueil intitulé, si je ne m'abuse, Les oiseaux sans ailes. Alors je crois qu'il avait alors 19 ans. Le ton déjà de ce poème dit ce qu'il a comme conscience de tout ce qu'il y avait comme oppression. Malgré sa vie rythmée par les nombreux exils qu'il a connus, on peut dire de lui qu'il est un symbole de la condition palestinienne. Il est aussi un symbole de la résistance face à l'opposition. Mais aussi, ce qu'on peut dire de lui, il est citoyen palestinien, certes, mais aussi il est, ou il serait, selon Gérard Plemel, un citoyen du monde. Car la fatalité de l'exil l'y a contraint. Et c'est dans ce sillage que Plemel dit que l'aéroport d'Athènes, qui se veut le poème que je m'en vais déclamer, en atteste largement. L'aéroport d'Athènes nous répartit entre les aéroports. Le combattant dit, où combattrai-je? Une femme enceinte lui cria, où t'offrir ton enfant? L'employé a dit, comment employer mon argent? Et l'intellectuel a dit, qu'ai-je à voir avec ton argent? Et les douaniers ont dit, d'où venez-vous? Nous avons répondu, de la mer. Ils ont dit, où allez-vous? Nous avons répondu, à la mer. Ils ont dit, quelles sont vos adresses? Une femme des nôtres a dit, mon baluchon est mon village. À l'aéroport d'Athènes, nous avons attendu des années. Un jeune homme y épousa une jeune fille. N'ayant trouvé de chambre pour les mariages rapides, il se demanda, mais où cueillir son hymen? Nous en avons ri et nous lui avions dit, jeune homme, ta question est déplacée. Et notre théoricien de service a dit, il meurt pour ne pas mourir. Il meurt par inadvertance. Et le lettré a dit, notre camp va tomber inéluctablement. Que nous veulent-ils? L'aéroport d'Athènes changeait d'habitants tous les jours. Et nous sommes restés assis, sièges posés sur les sièges, attendant la mer. Combien d'années encore au aéroport d'Athènes? Alors on continue sur le motif de l'aéroport, parce que c'est ça aussi, l'exil, c'est des lieux, et des lieux qui sont parfois comme ça, qui reviennent, l'aéroport. Donc je vais vous lire un poème de Théo Mbogu, qui est assis là. L'idée étant, comme vous avez pu un peu le constater, c'est qu'on essaye aussi de voir comment les paroles des uns des autres peuvent passer d'une bouche à l'autre. L'hospitalité, c'est ça aussi, recueillir les paroles de quelqu'un. Donc je vous lis. À l'aéroport.
La salle d'embarquement était pleine de visages qui me ressemblaient ce matin-là. Une femme s'est approchée de moi. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Avec les yeux, elle a forcé un sourire que ses larmes déparaient monstrueusement. Je suis resté impassible comme un goyavier. J'avais oublié de lui rendre son sourire. À vrai dire, mon omission n'était pas volontaire. L'odeur du sang m'avait désappris à sourire. Elle m'a tendu, avec son même sourire en larmes, une feuille de papier pliée en 4. Je l'ai dépliée avec la même impassibilité. La feuille était remplie de ratures et de gribouillis. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. « Tu voyages ?» m'a-t-elle demandé. Je suis resté quoi, comme un goyavier. Les yeux rivés sur la feuille de papier. Elle m'a dit « N'oublie pas, les fleurs poussaient dans cet îlot désertique, jadis. Cet îlot que tu laisses derrière toi n'était pas encore dépeuplé. Les sources de rire et de sourire coulaient le long de ses rues. Ce n'était pas un ciel rêvé, ni un paradis retrouvé, ce n'était qu'un îlot. Un îlot habitable. Un îlot à visage humain, faisant bon accueil aux passants venus des lointains. » Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Elle a continué. « Maintenant, dans cet îlot perdu au cœur d'immenses vagues de sable au sud du Sahara, le pépiment des oiselets a fait place au crépitement des mitrailleuses et les monceaux de cadavres ont remplacé les fleurs. Il n'y a plus rien, plus personne, même pas toi. » Elle s'est tue. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Je suis resté muet comme un goyavier. Je ne savais plus pleurer. Oui, nous avons fait, Théo et moi, nous avons fait connaissance. Alors, en 2014, dans la préparation des numéros Afrique. Voilà. La revue Poésie a consacré deux gros numéros, très gros numéros, à des poètes africains, sans du tout prétendre évidemment à l'exhaustivité, mais avec toutes les aventures que ça supposait, de rencontres, de travail ensemble, etc. Théo, on a fait connaissance par courrier. Hein, c'est ça. Tu nous as envoyé, je crois, des poèmes. Tu étais alors en Afrique. Oui, au Tchad. Tu étais au Tchad. Ouais. Voilà. Et on a publié tes poèmes dans deux numéros Afrique. Voilà, des poèmes qu'on a jugés remarquables, passionnants, et qu'on pourrait lire aussi dans les circonstances actuelles. Donc Théo est aussi romancier, et un de ses romans va paraître bientôt aux éditions Petra. Voilà. Et puis, on va continuer. Voilà. Et quant à toi, Agossou, eh bien, on te connaît maintenant comme poète, voilà, on continue ensemble. Hein? Okay. C'est ça aussi l'hospitalité. Du coup, je continue et je vais lire un poème écrit par Agossou. Pendant que tu t'installes, pour continuer cette histoire, un mot quand même, c'est que la première fois que j'ai rencontré Théo Mbogu, j'étais venu ici assister à une rencontre de poésie, et il a lu ce poème à l'aéroport que je viens de vous lire, qui m'a durablement marqué, et je suis très honoré que tu m'aies confié la mission de le lire. Je te remercie. Fuir ou gémir. Longtemps écartelé entre deux souffles, je me résous à l'envie de fuir, m'enfuir. Les quartiers de chair ruisselant, dans ma rue de sang et de saillie, dépaissent la ramure de mon être. Être que je ne sens plus. Être dont le visage est invisible. Être dont je ne suis plus qu'un amas de chair. Chair qui sera bientôt proie
de charognard si rien n'est fait. Chair prisée pour la faim, les feux, les canons. Je veux fuir pour pouvoir tout finir. Je veux fuir pour ne pas pourrir. Je veux fuir pour ne pas mourir. À peine ai-je avalé un bol d'air pour irriguer mon pharynx, que soudain un bruit me parvient. Mon oreille, lui prêtant main forte, s'étourdissait déjà pourtant, n'arrivant plus à rien trier. Et voici que je sens des pas s'avançant vers moi, et voici que je sens en dessous de ma chair striée un tissu, un brancard, des roues. Une haie de regards m'accueille, distillant leurs mots dans les ovations. L'attention qu'on me porte m'emporte sur les nuées de l'élévation. Je me sens revivre à nouveau. Respirant, mon humanité recouvrée à flot, consolant mon momentané, nouvel îlot. Étranger, disent les uns, pauvre de lui, gémissent d'autres. Sans visage, me convainc-je. Tout pue la pitié autour de moi qui suis en dehors de chez moi, de moi qui suis en dehors de moi. Où puiser de la frivolité pour rire de moi? Où puiser de la légèreté pour égayer mes assiettes cérébrales, marquées des cicatrices? Tout pue la pitié autour de moi, dans les yeux de tendresse, de soucis mouillés. Gémir ou mourir. Dans mes membres, je sens encore la marque indélébile du trajet, des cicatrices dans ma mémoire, entends mes fébriles nuits, des plaies dans mon cœur saignant, ravivant mes spasmes, du sang dans ma voix étouffée au coin de ma gorge, et ma veule force, seule rescapée de mon labyrinthe corporel, s'active au labeur inéluctable du vivant, à cette heure où notre sort en dépend. Monsieur Solène, je vais ensuite vous lire Parole Tierno, un extrait d'un long poème de Claude. Augustin et moi, nous l'avons lu avec nos étudiants au premier semestre à Paris 8. Donc je vais vous lire un extrait. Parole Tierno. Nous attendons en silence, Tierno et moi, à la préfecture de Loret, un jour de mars 2017. C'est lui qui m'a guidé, car il connaît déjà l'endroit. Nous avons gravi les 2 tiers d'un escalier, sonné à une porte qui, quelques instants plus tard, s'est ouverte automatiquement. Dans la petite salle où nous entrons, 10 personnes environ attendent. Femmes ou hommes d'Afrique. Des enfants s'enfuient, s'ennuient, mais ne font pas de bruit. Les personnes donc sont reçues une par une, ou 2, ou 3, dans des box faits de panneaux légers qui ne montent pas jusqu'au plafond et n'isolent pas vraiment. D'un geste furtif, Tierno attire mon attention sur des paroles qui s'échappent de l'un des box et qu'on peut plus ou moins comprendre. Il me chuchote, en quelques phrases hésitantes, que c'est une procédure du blanc. Il connaît ces mots, qui est en train d'être appliqué. Nous restons tous deux silencieux, hantés par l'idée de cette disposition européenne, absurde, désespérante.
de celui que Tcherno, entendant son nom, a identifié comme guinéen et francophone, je ne perçois que le son de la voix. Il va, entendons-nous, être effectivement renvoyé en Italie. D'où je suis, je vois la fonctionnaire, mais pas son interlocuteur. Elle est jeune, entre 25 ans et 30 ans, blonde, pas arrogante. On va organiser votre départ, dit-elle. Quelques minutes plus tard, je l'aperçois au fond du couloir. Elle bavarde nonchalamment avec un jeune collègue très cool. Elle attend probablement des photocopies. De retour dans son box, elle dit « Voilà, monsieur, bon courage. » Et puis, « Quand vous êtes prêt à partir, la suite se perd pour moi. » a-t-il dit. « J'ai peur. » Je n'entends que la réponse prononcée avec une calme voix douce et indifférence. « Vous avez peur? » 2 semaines plus tard, le 30 mars 2017, Tcherno est chez moi, dans la cuisine. Nous préparons un autre rendez-vous qui, dans quelques semaines, décidera de la suite de sa vie. Je lui dis que j'avais essayé de noter ce qui s'était passé à la préfecture et je prononce la phrase que nous avons entendue. « Vous avez peur ?» Il me rappelle alors et je crois comprendre ou ressentir aussitôt pourquoi j'ai oublié cette phrase, en effet inintégrable, que la fonctionnaire avait dit d'abord. « Pourquoi vous me regardez comme ça ?» Et puis il ajoute que cette question qui a suscité la parole du demandeur d'asile, que ni lui ni moi n'avons entendu, mais à laquelle la fonctionnaire alors, en 3 mots, que nous avons l'un et l'autre entendu, a répondu par « Vous avez peur ?» Il a donc écouté comme moi ce qui se disait, mais son attention aura été autrement réceptive. De ces instants, de ces voix ou ombres de voix, il a gardé des souvenirs plus complets que les miens. Un enregistrement quasi intégral. Merci, Théo. Alors, Claude, je sais que tu voulais dire un petit mot. Est-ce qu'on prend quand même 2 minutes pour dire quelque chose des poèmes ou... Oui. En tout cas, moi, c'est juste quelque chose, en entendant tous ces poèmes, cette question de l'insensibilité, c'est un peu ce sur quoi j'ai essayé de dire 2 mots au début, c'est comment ces situations risquent à tout instant de neutraliser quelque chose de l'affect et de la passabilité des affects. Passabilité par opposition à impassibilité. Et ce poème de Claude me paraît très fort dans la mesure où il met en scène, il fait entendre justement cette disposition désaffectée, en l'occurrence de la policière, qui ne peut pas imaginer une seconde que face à elle, elle a quelqu'un qui a peur. Et je trouvais que cette question de la peur était singulière parce que j'ai une fois entendu à un séminaire une psychanalyste qui disait, elle parlait de l'accueil, et elle prenait l'exemple d'une salle de classe, et elle disait « Qu'est-ce qu'on peut présupposer d'un élève au premier jour de classe? Qu'il a peur. » Et elle ajoutait « Qu'est-ce qu'on peut présupposer d'un enseignant au premier jour de classe? Ben oui, que lui aussi il a peur. Donc pas la même peur sûrement. Mais il y a quand même cette espèce d'exposition interne qui se joue. Et que la mettre en commun, c'est ça, accueillir. » Et je trouvais que c'était des paroles qui étaient très fortes. Et dans le fond, tous ces poèmes qu'on vient d'entendre touchent à ces questions-là. Il faudrait prendre chacun des poèmes individuellement pour le voir, mais
il y a la question du visage, comment se reconnaître, se ressentir, la possibilité de la réflexivité qui est à chaque fois en jeu dans ces textes-là, et je pense que ce serait des choses qu'il faudrait explorer dans ce numéro et dans ces réflexions qu'on essaie de vous proposer. Est-ce que je reviens un tout petit peu sur les questions très rapidement, parce que je voudrais qu'on puisse échanger entre nous, avec vous aussi si vous le voulez. Oui, je voudrais simplement faire état de mes lectures en cours aussi, en préparation de cette rencontre et de la suite, bien sûr, la suite. Donc, je lis des ouvrages, disons, de théorie juridique, de théorie sociologico-juridique sur ces situations, sur l'évolution au XXe siècle, et en France en particulier, des situations et dispositions concernant l'accueil des migrants, des exilés, etc. Alors, déjà, je lis eu tel article, bon, je ne vais pas vous le mentionner, mais je lis en ce moment, je ne sais pas si je l'ai ici, non, il y a un ouvrage de Karen Akoka, je suis en train de le lire, je n'ai pas fini, mais c'est tout à fait passionnant pour pouvoir se situer par rapport à ces réalités terribles d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, qui sont en train de vraiment de faire craquer le monde d'aujourd'hui. C'est l'asile et l'exil, une histoire, le sous-titre, c'est une histoire de la distinction réfugiés-migrants. Voilà, je fais juste une remarque là-dessus et je m'arrête. Le travail de Karen Akoka, pour moi, est remarquable. Elle a travaillé dans les institutions de l'OFPRA, etc., donc elle connaît toutes ces problématiques, toutes ces démarches, toutes ces questions aussi de personnes, hein, selon les responsables, ça varie, les ambitions des uns des autres, les carrières, etc. Enfin, il y a tout ça. Bon. Et ce qui m'est venu, alors, moi extérieur à tout cela, évidemment, lisant cet ouvrage passionnant, c'est que le langage du droit, par exemple, la distinction exilé, réfugié, évidemment, peut avoir des conséquences capitales sur la vie de quelqu'un. Tout d'un coup, réfugié, exilé, ou migrant, plutôt. Disons, la réfugié serait plutôt, là, en l'occurrence, la distinction réfugié-migrant. Ben, migrant, ça veut dire vous êtes promis au retour. Et une procédure Dublin, c'est-à-dire renvoyé dans le pays dans lequel vous étiez précédemment, avant d'arriver dans notre pays. Hein. Donc des gens qui se trouvent, ça je connais ça de manière très concrète, hein, c'est pas j'ai des connaissances, enfin pas des connaissances, mais j'ai affaire à des situations très précises là-dessus en ce moment même. Bon. Donc, exilé, pardon, c'est pas exilé qu'il faut dire, là pour le coup, c'est réfugié, migrant, ça peut avoir des conséquences redoutables. Le poids des mots, autrement dit, lisant le livre de Karen Akoka, et à partir de son expérience de fonctionnaire, des services qui décident de tout cela, eh bien, on se dit, oui, c'est une évidence, une banalité, une pauvreté, mais excusez-moi, quand vous avez affaire à des gens qui sont dans ces situations, ça vous revient en pleine figure. Les mots, là, pèsent terriblement et décident d'une vie, et peut-être d'une vie ou d'une mort, tout simplement. Et c'est les fonctionnaires qui ont décidé. Je ne dis pas je ne les accuse pas, c'est comme ça, mais on est dans cette situation-là. Et oui, réfugiés, migrants, ça me sonne dans les oreilles. Et je me dis, le poids des mots, c'est curieux, parce que la poésie, ça n'a rien à voir avec ça, en un sens. Et pourtant, la poésie aussi, c'est ce qui pèse les mots, c'est ce qui soupèse les mots. Hein. La poésie est intégralement faite de ce soupèsement des mots. Les vers même sont comme des plateaux qui tremblent, hein, et qui reçoivent des mots qui marquent, qui ne marquent pas, qui marquent comme ceci, qui marquent comme cela, etc. Qu'est-ce que c'est que marquer pour des mots? Qu'est-ce que c'est pour nous que des mots qui marquent? C'est dans le juridique, ça peut être terriblement juridico-judiciaire, ça peut décider des vies et des morts, et puis c'est humblement, comme disait Wallace Stevens, comme le bruit des pas d'un chat dans la neige, la croûte de neige glacée dans l'aube, ça marque. Et la poésie, elle fait ça aussi, elle fait marquer les mots. Voilà, je suis dans cette espèce de perplexité monstrueuse, je trouve, à la fois du côté, en un sens anodin, du poème, hein,
ça ne tue personne. Et en même temps, c'est tout près de mots qui peuvent quasiment tuer.